vous ai donné un exercice qui va vous permettre de maîtriser le passage de la comptabilité générale vers la comptabilité analytique, mais aussi de pouvoir revenir au résultat de la comptabilité générale après avoir calculé le résultat de la comptabilité analytique. Alors, pour la première question, j'avais demandé de calculer les charges incorporables. Les charges incorporables, ce sont les charges de la comptabilité analytique. Bien sûr, pour calculer ces charges, il faut commencer par utiliser la formule de base que vous avez vue dans le cadre du cours théorique. Les charges de la comptabilité analytique sont calculées à partir des charges de la comptabilité générale en leur ajoutant des charges qui n'existent pas dans la comptabilité générale qu'on appelle charges supplétives, supplémentaires qui vont s'ajouter. On retranche de ces charges de comptabilité générale ce qu'on appelle les charges non incorporables, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être incorporées aux charges qui calculent les coûts qui vont être pris en considération pour récupérer ou pour trouver le résultat analytique. Et on ajoute la différence d'incorporation qui peut être soit positive, soit négative à ce stade-là. Bien sûr, je parle des différences d'incorporation relatives, par exemple au système d'abonnement des charges ou tout simplement à la différence entre charges d'usage et charges comptables. Alors, je ne vais pas parler de la formule de résultat jusqu'à la dernière question dans laquelle je vous ai demandé justement d'établir la concordance entre les résultats comptables et analytiques. Alors, pour répondre à la première question, qui est le calcul des charges incorporables, justement du premier trimestre, puisque l'exercice il concerne uniquement le premier trimestre, il faut faire attention à ça. Donc je vais utiliser ce tableau qui me permet tout simplement de matérialiser ma formule sous forme de tableau, en mettant une colonne plus pour tout ce qui vient en plus et une colonne moins pour tout ce qui vient en moins, à savoir les charges non incorporables ou s'il y a lieu une différence d'incorporation. Alors pour les charges non incorporables, ici dans l'exercice, je vous ai donné dans les charges non incorporables, deux charges non incorporables que je vais récupérer directement de mon CPC. Alors, comme vous le voyez ici, donc dans mon CPC, j'ai deux charges non incorporables qui sont incluses dans la comptabilité générale, à savoir les charges non courantes et l'impôt sur le résultat. Donc, la somme de ces deux charges nous permet de trouver le 77 100 qui représente les charges non incorporables. Pour ce qui est des charges supplétives, alors les charges supplétives telles que vous les avez vues dans le cours, il y en a deux. Il y a la rémunération de l'exploitant d'un côté et d'un autre côté la rémunération des capitaux propres. Ici, dans cet exercice, j'ai choisi de donner une seule charge supplétive, à savoir la rémunération des capitaux propres. Alors, vous avez ici dans le petit 4, rémunération au taux annuel de 10% des capitaux de 1 104 000. Bien sûr, ici, je parle d'une rémunération annuelle. Toujours le taux d'intérêt quand il est communiqué, c'est un taux généralement qui est annuel quand on ne spécifie pas. Sachant que ici, on raisonne trimestriellement. Il faut faire attention. Ici, je remonte dans la barre formule, si vous suivez avec moi en haut. Donc, dans la barre formule, j'ai mis les 10% fois le montant des capitaux et j'ai divisé par 4 parce que justement, on raisonne de manière trimestrielle. Alors, je continue mon tableau, je prends les charges totales de la comptabilité générale. D'où est-ce que j'ai ramené mes charges totales de la comptabilité générale? C'est tout simplement la somme de toutes ces charges que vous voyez ici, déduction faite du résultat. J'ajoute mes charges supplétives et j'enlève mes charges non incorporables. Je trouve le montant des charges totales incorporables au coût de la comptabilité analytique. J'enchaîne avec la réponse à la deuxième question qui est toujours dans le petit 1, c'est de déduire le montant des charges indirectes. Je vais m'inspirer de ce que je viens de trouver, c'est-à-dire le montant total des charges incorporables, c'est-à-dire les charges de la comptabilité analytique, qui sont soit directes, ici je suis ici, soit indirectes, d'accord? Donc les charges incorporables sont soit des charges directes, soit des charges indirectes. Alors, je vais tout simplement pour déduire mes charges indirectes, je vais essayer d'abord de trouver le montant des charges directes. Donc les charges directes, généralement, elles peuvent être soit affectées à l'approvisionnement, soit affectées au volet production, soit affectées au volet distribution. Ici, dans ce cas particulier, je n'ai pas donné de charges directes de distribution, mais uniquement des charges directes de production. Et vous avez les charges directes d'achat, elles sont connues. Ce sont les achats consommés et non pas les achats. Les achats consommés sont la charge qui va rentrer dans le calcul du coût, qui va servir à calculer le résultat analytique et non pas les achats. On raisonne achats consommés. Donc je vais ramener mes achats consommés, bien sûr,
du CPC, vous les avez ici, ce sont mes achats consommés, d'accord? Pour ce qui est de mes charges directes de production, je les ai données dans le petit 3, vous les avez ici, vous avez les 72 600 plus les 61 200 en les ajoutant, ce sont les charges relatives à chacun des deux produits. Donc je trouve la somme de mes charges directes, c'est ce qui va me permettre de déduire mon montant total de charges indirectes. En faisant la différence entre le montant total des charges de la comptabilité analytique, j'enlève la somme des charges directes, le reste, c'est la somme des charges indirectes. Bien sûr, ces charges indirectes, où est-ce qu'elles sont traitées en comptabilité analytique? On les traite par la suite en utilisant ce qu'on appelle le TRCI, le tableau de répartition des charges indirectes. Après avoir fait la répartition primaire de ces charges indirectes entre les différents centres, qu'ils soient auxiliaires ou qu'ils soient principaux, par la suite, ça nous permet d'obtenir un TRS, c'est-à-dire un TRS, c'est le total ou les totaux, les différents totaux de répartition secondaire, après avoir fait cette répartition secondaire, c'est-à-dire uniquement pour les centres principaux. Ici, donc, vous avez la somme des charges indirectes. Cette somme, c'est ce qu'on vient de trouver ici. On vient de trouver la somme des charges indirectes, c'est les 100... c'est les 173 349. Donc, je vous ai mis ici cette phrase en utilisant le TRCI. La somme des TRS, c'est-à-dire la somme des charges indirectes de tous les centres principaux, égale au total des charges indirectes qu'on vient de trouver. D'accord? Donc, par déduction, je peux déduire immédiatement le point d'interrogation. Il me suffit de faire la différence entre les 173 000 que je viens de trouver, d'accord, les 173 000 que je viens de trouver des charges indirectes, je fais la différence entre ce montant et la somme de tous ces centres pour trouver au final, par déduction, le montant des charges indirectes de distribution. D'accord, c'est les 32 040. Alors, j'ai répondu à mon petit 1. Le petit 2 consiste à compléter le tableau de répartition des charges indirectes. Alors, comme je viens de dire, j'ai déjà donné la répartition secondaire, déjà faite, bien sûr, après avoir fait ma répartition primaire. Alors, ici, l'objectif, c'est justement de calculer la suite des nombres d'unités d'œuvre, puisque certains ont été déjà donnés dans l'énoncé, et d'en déduire les coûts d'unités d'œuvre. Donc, je vais commencer par le centre approvisionnement. Vous avez la nature de l'unité d'œuvre, c'est 10 dirhams d'achat de matière. 10 dirhams. Je me pose la question, combien j'ai de 10 dirhams d'achat de matières premières? Il suffit tout simplement d'abord de savoir combien j'ai d'achats de matières premières. Donc, comment je vais faire pour calculer mes achats? Je vous ai mis le nota bene ici qui nous permet justement de déduire mes achats. Donc, j'ai mes achats consommés égale les achats moins la variation de stock. D'accord? Les achats consommés égale, c'est une formule qui est connue en comptabilité générale, les achats consommés que vous avez ici sont calculés comment? Ce sont les achats moins la variation de stock qui est calculée ici, en bas. Je vous ai mis une étoile. Ce montant d'achat consommé a été calculé en prenant en compte une variation de stock de 5 949. Ça me permet de déduire immédiatement le montant de mes achats, tout simplement, en faisant la différence entre les achats consommés. J'ajoute plutôt ma variation de stock puisqu'elle va partir de l'autre côté de la formule. Donc achat égale achat consommé, les 138 000, plus la variation de stock qui est en bas de votre CPC. Maintenant, pour calculer le nombre d'unités d'œuvre, je ne vais pas prendre mes achats, mais je vais me dire combien il y a de 10 dirhams dans ces achats. Je vais diviser donc par 10. Donc ici, vous voyez ma formule. Donc je prends mes achats consommés, d'accord? Je prends mes achats consommés, pardon, j'ajoute ma variation de stock, c'est ce que vous avez ici dans la barre formule, entre parenthèses, je divise par 10 pour trouver le nombre d'unités d'œuvre, c'est les 14 400, d'accord? Et ça me permet de constater mon coût d'unité d'œuvre en divisant le TRS par le nombre d'unités d'œuvre. Alors pour ce qui est du filtrage, la nature d'unité d'œuvre, c'est le kilogramme de matière première traitée. Je me pose la question toujours, combien j'ai de kilogrammes de matière première traitée? Alors ici, j'ai deux matières premières. Je traite la matière M1 et je traite la matière M2. Combien je traite au total? C'est l'ensemble du traitement des matières premières. C'est ce que vous avez dans le petit 7, c'est la consommation. Donc je vais faire la somme de tous ces kilogrammes, que ce soit M1, que ce soit M2, que ce soit pour A, que ce soit pour B. Et j'obtiens la somme des matières premières traitées, c'est 2699. Je divise toujours mon TRS par ce nombre d'unités d'œuvre. Je trouve les 15 qui représentent combien me coûte chaque kilogramme de matière première traitée. Pour ce qui est du moulage, je donne le nombre d'unités d'œuvre déjà
calculer. Il vous suffit tout simplement de diviser le TRS par ce nombre pour trouver les 26. Il en va de même pour l'assemblage. Maintenant, la distribution, on vient de trouver le TRS, d'accord? Et le nom, la nature d'unité d'œuvre, c'est l'unité de vendue. C'est-à-dire, je me pose la question, combien je vends d'unités? Ici, vous avez deux produits. Vous avez le produit A, vous avez le produit B. Il suffit tout simplement de regarder les ventes. Il y a un problème ici, c'est que je n'ai pas donné la quantité vendue de B. Même si j'ai donné le chiffre d'affaires global, mais je ne pourrais pas déduire combien, à ce stade-là, je dis bien à ce stade-là, je ne pourrais pas savoir combien j'ai vendu en quantité de B. D'accord? Même si j'ai le chiffre d'affaires global, parce que je ne vous ai pas donné le prix de vente unitaire. Si j'avais donné le prix de vente unitaire de B, à la rigueur, vous auriez pu diviser le chiffre d'affaires global de B sur le prix unitaire pour en déduire la quantité. Mais ici, je n'ai pas donné la quantité de B, vous avez uniquement la quantité de A. Donc à ce stade-là, je mets d'abord la quantité de A, les 2860 que je vends de A, plus j'ai mis un point d'interrogation. Par la suite, je vais revenir à ça, vous allez voir comment ça va se passer. Donc, je vais rectifier le tir par la suite quand j'aurai la capacité ou la possibilité de déduire ma quantité vendue de B. Alors, je termine. D'accord. L'étape suivante, c'est de calculer les coûts d'achat. Vous avez compris ici que vous avez deux matières, M1 et M2, avec les mêmes composantes de coûts. Donc, je fais le même tableau. Vous avez le prix d'achat de M1, le prix d'achat de M2. Vous les récupérez directement de l'énoncé. D'accord. Vous avez ici les achats, vous les récupérez du petit 6. D'accord. J'ai mis pour la matière M2 à déterminer, justement c'est ça mon objectif, pourquoi je suis revenue à l'énoncé, pour vous dire que je n'ai pas donné la quantité achetée de B, donc c'est ça l'objectif ou la nouveauté dans ce coût d'achat, dans cette étape. Donc primordialement je fais le travail pour M1, je mets mon prix d'achat avec la quantité et le prix de vente unitaire, je mets mes charges indirectes, alors ici les 9900, d'où est-ce que je les ai récupérer, c'est tout simplement combien, je me pose toujours la question, combien j'ai de 10 dirhams d'achat. Il me suffit tout simplement de diviser la valeur d'achat par 10, d'accord, et de mettre mon coût d'unité d'œuvre, d'accord, qui est là, que j'ai trouvé dans mon tableau de répartition des charges en direct, et je multiplie fois le, le nombre d'unités d'œuvre ici pour trouver ma charge indirecte. D'accord. Alors, pour ce qui est de la matière M2, pour ce qui est des 600, d'où est-ce que j'ai trouvé ma quantité achetée? Alors, je vais utiliser tout simplement les achats que je vous donne dans l'exercice, plutôt les achats de matières premières. Le montant total, vous avez 144 000. On vient de le calculer dans l'étape précédente. On sait très bien qu'on a acheté 144 000 dirhams de matières premières répartis entre M1 et M2. D'accord. Alors, les achats de M2, je les ai, j'ai la valeur d'achat de M2, c'est ce qu'on vient de calculer ici, d'accord, si vous voyez mon curseur. Ici, c'est les 99 000. Les achats globaux sont de 144 000. Par déduction, je peux en déduire les achats de M2. Les achats de M2, c'est les 144 000 moins les 99 000, ça me donne les 45 000 que je vais mettre directement ici. D'accord. Je les mets ici, donc je sais que j'achète 45 000 dirhams de M2. Je sais que le prix d'achat unitaire, je le donne ici, si vous le voyez dans le petit 6, je donne le prix d'achat unitaire, c'est de 75 dirhams l'unité. Il suffit tout simplement pour trouver mes 600, je divise les 45 000 par le prix unitaire, ça me donne 600 en termes de quantité. Voilà, ça me permet d'enchaîner sur les charges en direct. Je fais la même chose que ce que j'ai fait pour M1, je divise les 45 000 par 10 pour trouver le nombre d'unités d'œuvre pour M2. Je multiplie fois le coût d'unité d'œuvre de 0,52 et je trouve ma charge indirecte. À titre de vérification, comme je l'ai dit à travers la visioconférence, je vérifie toujours la charge en direct qui est imputée à la matière M2 plus la charge indirecte imputée à la matière M1, je fais la somme des deux, je trouve ma somme qui est en bas dans la barre somme, 7488. Effectivement, c'est égal à ma charge indirecte totale qui est dans mon tableau de répartition des charges indirectes, 7488. Très bien. Donc voilà, j'enchaîne avec les inventaires permanents des matières. J'ai deux matières, donc j'aurai deux inventaires permanents. Je récupère mon stock initial de l'état de stock que je donne ici, d'accord. J'ai mes stocks initiaux, donc je les mets directement dans la partie stock initiale, que ce soit pour M1, que ce soit pour M2. Il me suffit tout simplement d'ajouter mes entrées, copier, coller des coûts d'achat. Je prends cette ligne, je l'insère ici immédiatement. Je prends cette partie de M2, je l'insère ici immédiatement dans les entrées. Deuxième étape très importante, c'est de calculer immédiatement avant d'insérer
avant d'insérer la ligne relative à la différence d'inventaire, je calcule mon CNUP en utilisant le stock initial plus les entrées uniquement. D'accord? Je calcule ma somme qui peut être provisoire, comme ici, ou qui peut être définitive, comme c'est le cas ici pour M1. Je divise par la quantité de stock initial plus entrée pour trouver mon CNUP, mon coût moyen unitaire pondéré. Je trouve 47 pour ce qui est de M1, je trouve 79 pour ce qui est de M2. J'insère immédiatement ce CNUP dans la cellule, dans la colonne du milieu pour ce qui est du côté droit de mon inventaire permanent. Je mets 47 partout pour ce qui est de M1 et je mets 79 partout pour ce qui est de M2. Par la suite, je commence à me poser la question, est-ce qu'on me donne les sorties ou est-ce qu'on me donne le stock final? Pour ce qui est de la matière M2, bien sûr, vous savez très bien, et même pour la matière M1, M1 et M2, on vous donne bien sûr les sorties, vous allez les récupérer directement de la consommation, comme ce que je vous montre maintenant dans le petit set. Donc voilà, pour ce qui est de M1, combien je consomme? Je consomme entre A et B la somme. Je vais faire la somme de 1195 plus 920, ça me donne les 2115 qui sont là. Et pour ce qui est de la matière M2, je consomme entre A et B la somme de ces 2 kg. Donc ça me donne ce chiffre que vous avez ici. Je multiplie fois le CNUP et ça me donne la valeur la valeur des sorties en dirhams. Voilà. Donc par la suite, l'étape suivante, c'est de me dire est-ce qu'on me donne un stock final réel dans l'exercice. Je ne peux pas calculer le stock final de manière théorique qu'à partir du moment où je n'ai aucune possibilité de calculer ou de trouver mon stock final réel dans l'exercice. Ici, je donne le stock final réel concernant la matière première M1. Je le récupère directement, pardon. Donc je récupère les 430 directement de mon état de stock ici, voilà, parce que je le donne. Et il me suffit de multiplier fois le CNUP pour trouver la valeur. J'en déduis qu'il y a une différence d'inventaire de 5 qui est valorisée toujours au CNUP et ça permet de me donner la valeur du Mali en dirham. D'accord? Puisque le stock final réel est inférieur au stock final théorique, donc j'ai un Mali. Alors pour ce qui est de la matière M2, vous avez bien compris que dans l'état de stock ici, je ne donne pas la matière M2. Je vous dis, il faut la déterminer. Cela ne veut pas dire que vous allez calculer directement le stock final théorique. Vous allez d'abord vous poser la question, comme ce que je viens de dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver le stock final réel de M2? Bien sûr, ici, vous avez le moyen. Pourquoi? Parce qu'on vous donne la variation de stock, ce qu'on a fait ici, ce qu'on a utilisé ici pour calculer les achats. On vous donne la variation de stock qui est en bas de votre CPC, qui est de 5949. Elle est là. Voilà. Elle est juste en bas de votre CPC. Vous arrivez à voir mes flèches concernant mon CPC, elle est là, voilà les 5949. Donc je récupère ma variation de stock de mon CPC, d'accord? Par la suite, je sais très bien que cette variation de stock, elle concerne la matière M1 et M2. Donc je vais la décortiquer. Donc stock final de M1 plus stock final de M2, moins stock initial de M1, moins stock initial de M2 si j'enlève la parenthèse. Dans cette formule, vous avez uniquement, ou dans cette égalité, vous avez uniquement une seule inconnue, c'est le stock final de M2, puisque vous avez tout le reste. D'accord, stock final de M2 est égal à la variation de stock que vous avez ici. Vous ajoutez les stocks initiaux, si vous les mettez de l'autre côté. Les stocks initiaux, c'est ce qu'on a ici dans notre inventaire permanent. C'est le stock initiaux en valeur. Et j'enlève, je retranche mon stock final en valeur de M1 qu'on a ici. Voilà, le stock final de M1. Et je trouve les 10 191 que je mets immédiatement dans mon tableau de l'inventaire permanent de M2, c'est le stock final réel de la matière M2 en valeur. Je divise par bien sûr le CNUP puisque j'ai déjà inséré mon CNUP ici et ça me permet de constater la quantité de stock final réel de la matière M2. Je constate que cette partie permet de donner une somme, un total de 713 en termes de quantité qui est différent des 710 que j'avais mis auparavant ici, la quantité provisoire. C'est-à-dire qu'il y a un boni, le stock final réel est supérieur au stock final théorique de 3 quantités. Je les valorise au CNUP et ça permet de me donner le montant du boni en valeur. Voilà. Alors j'enchaîne avec la suite de résolution. L'étape suivante, c'est de faire le coût de production de chacun des deux produits. Alors je vais utiliser toujours un même tableau parce que les deux produits consomment les mêmes natures de charge. Donc bien sûr, il y a d'abord les matières M1 et M2 qui sont consommées que je vais récupérer directement des sorties. Mais attention ici, je vais me baser sur les consommations que je vous donne dans le petit 7, justement. Alors, pour ce qui est du produit A, il consomme M1. Voilà ce qu'il consomme. Oui, l'erreur à ne pas faire, c'est de prendre la totalité des 2115. Les 2115 sont partagés entre A et B, comme suit. 1195 pour A et les 920 pour B.
D'accord? Et je valorise bien sûr au CNUP qui est de la 47. Donc si je fais la somme de 56 165 à titre de vérification, ce que je consomme de M1 pour A plus, donc je vais faire la somme des deux montants plus ce que je consomme de M1 pour B, ça me donne cette somme qui est en bas. Si vous voyez la somme 99 405, effectivement, c'est égal à la totalité des sorties que vous avez ici en haut dans votre inventaire permanent. Je fais la même chose pour M2, d'accord? Je vais récupérer mes charges directes d'approvisionnement, pardon, les charges directes, non pas d'approvisionnement, mais les charges directes de production que je récupère ici de mon énoncé, qu'on a utilisé tout à l'heure dans le tableau pour calculer les charges totales directes. Voilà, donc j'ai mes charges directes de production pour A, mes charges directes de production pour B, donc je vais les utiliser ici dans la partie charges directes. Je mets mes charges indirectes que je récupère directement de mon TRCI. D'abord, la première étape, c'est de mettre les coûts d'unité d'œuvre pour chaque atelier. D'accord? Et maintenant, il faut juste faire attention aux quantités que je vais utiliser. Alors, pour le filtrage, on a dit c'est quoi la nature d'unité d'œuvre pour le filtrage. Alors, pour le filtrage, c'est la quantité de matière première traitée, combien je traite. Il suffit tout simplement de faire la somme ici de ces matières. Je traite 1195 de M1, je traite 354 de M2 pour A. C'est cette somme que vous avez ici. Je fais la même chose pour B. Donc ce B, c'est la somme de ces matières qui sont là. D'accord? Par la suite, je vais voir l'atelier moulage. Pour l'atelier moulage, on a dit vous avez leur machine. Donc ici, je vous donne déjà la répartition des 1356 entre A et B. 872 pour A, le reste pour B. Il suffit juste de faire la différence entre 1356 et 872 pour trouver ce qui va vers B. Il en va de même pour le moulage. Je donne la quantité globale et je donne ce qui est utilisé pour A. Il suffit de faire la différence pour déduire ce qui est utilisé pour B. Voilà, et je valorise avec les coûts d'unité d'œuvre pour trouver les valeurs en dirhams des différentes charges indirectes pour chaque atelier. Ça me permet de calculer mon coût de production ici, global. Je divise par la quantité et ça me permet de déduire mon coût unitaire de production pour chacun de A et B.